Donc, c'est une thèse qui va parler de réchauffement climatique, de communauté végétale, et on va contraster donc le réchauffement climatique avec d'autres effets qu'on peut retrouver en forêt, comme la fragmentation forestière et le microclimat forestier. Donc, la thèse que je vais présenter résume 3 ans de travaux que j'ai fait ici à l'UMR Silva et à AgroParisTech, et donc encadré, comme l'a rappelé la présidente, Pep Serra Diaz et Jean-Claude Gégou. Comme beaucoup de thèses en écologie, on ne peut pas vraiment introduire son contexte scientifique si on n'introduit pas d'abord le contexte dans lequel cette thèse a émergé. Et donc, ce contexte est celui des changements globaux. Le changement qu'on va surtout aborder aujourd'hui, c'est celui du changement climatique, donc le réchauffement progressif du climat, qu'on estime environ à 1 degré sur toute la surface du globe, mais en France, on serait plus à 1,5 degré par rapport à la période de référence qui est, on va dire, 1850. Et au-delà de ce réchauffement progressif des températures, il y a aussi en fait une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements extrêmes. Donc, je vais surtout parler de vagues de chaleur et de sécheresse. Dans le sous-bois, ce réchauffement climatique va se matérialiser sur différentes formes. On va notamment observer des extinctions et des déplacements d'espèces. Et donc, souvent, on résume à l'échelle de la communauté ces déplacements, ces extinctions par une thermophilisation. Au même endroit, à différents moments, on aura des espèces de plus en plus adaptées au climat chaud. Seulement, derrière cette thermophilisation, on ne sait pas vraiment si les processus du sous-bois, si son fonctionnement va être affecté, puisqu'en fait, selon un diagramme assez simplifié, que ce soit la composition du sous-bois ou sa biomasse, ces deux éléments vont avoir au final des impacts sur tout le fonctionnement du sous-bois. Donc, ça peut être le stockage de carbone, la circulation de l'eau, la circulation des nutriments, des interactions avec la régénération forestière. Donc, c'est un peu les raisons objectives qu'on peut trouver pour étudier la flore du sous-bois, mais on peut se contenter d'admettre qu'en tant qu'espèce, on doit protéger ou conserver un minimum l'environnement si on a affecté nous-mêmes l'environnement. Et donc, en même temps que ce changement climatique, on voit aussi des changements d'usage des sols. Chaque continent a sa façon a eu son évolution. En Europe, par exemple, ça a été très marqué par une augmentation progressive de l'agriculture, qui est très bien représentée par l'augmentation de la population et donc des besoins pour se nourrir, et une diminution progressive des surfaces forestières, avec une exception, c'est-à-dire qu'à partir des années 1950-2000, on commence à avoir une déprise agricole et un regain de surface de forêt. Le résultat de cette précédente coupe de forêt par l'agriculture et ce regain de forêt est un paysage en mosaïque qu'on retrouve surtout en Europe de l'Ouest. Les alentours de Nancy sont un très bon exemple de grands massifs plutôt anciens et de petits massifs forestiers ou de petits massifs un petit peu parsemés dans l'agriculture. Donc, si on a un climat qui se réchauffe, des espèces qui vivent dans la forêt et dans une forêt un petit peu fragmentée où il ne peut ne pas y avoir de connexion entre ces patchs, on peut se poser 2 questions qui seront les objectifs de cette thèse. Le premier va viser à quantifier l'évolution temporelle de ces communautés. On va se poser la question des processus sous-jacents à cette évolution. Est-ce que c'est d'abord de l'extinction, de la colonisation de nouvelles espèces? Et le second objectif va essayer de trouver des facteurs à une échelle spatiale intermédiaire qui pourraient en fait expliquer la persistance, donc l'absence de remaniement de ces communautés. Pour bien comprendre comment une espèce et donc la communauté peut réagir à un changement dans son environnement, il faut d'abord comprendre le concept de niche écologique. La niche écologique résume l'ensemble de l'histoire évolutive de l'espèce, de tout ce qu'elle a pu changer en s'adaptant à son environnement. Et le résultat, c'est que maintenant, une espèce est adaptée à un certain type de milieu, a besoin de certaines ressources, et chacune de ces conditions de milieu ou de ressources peut être représentée par une dimension de sa niche. Donc là, on a une niche à une dimension, une niche à 2 dimensions, mais il y en a en fait plus que ça. Et chacune de ces dimensions peut aussi avoir un optimum, là où l'espèce va mieux se croître, le mieux croître ou le mieux se reproduire, se perdurer. À l'échelle de l'espèce et de la communauté, une fois qu'on
quand on compare l'optimum à la température qu'elle subit, une espèce va en fait croître au mieux, avoir un meilleur fonctionnement, être plus grande, plus de fleurs sur son optimum, mais passer son optimum dans sa marge chaude, dans les températures chaudes, ses performances vont diminuer. Ces performances vont d'autant plus diminuer si le réchauffement climatique en cours va pousser l'espèce de plus en plus vers un fonctionnement diminué. Ce qui fait que, à l'échelle de la communauté, on peut observer différents types de thermophilisation, mais une thermophilisation serait adaptative si en fait les nouvelles espèces sont surtout des espèces se situant encore dans leur marge froide ou dans leur optimum, donc elles ont encore de la marge pour fonctionner pour le réchauffement à venir. Si dans la communauté, il ne reste plus que des espèces dans leur marge chaude, la communauté, on pourra commencer à la qualifier de mal adaptée ou en perte de fonctionnement, comme le prouve ce petit diagramme, où en fait cette relation a été montrée empiriquement encore que chez un petit nombre d'espèces de sous-bois, mais ça peut être intuitif et ça peut nous aider à comprendre comment les communautés peuvent fonctionner. Donc, comment on constitue une communauté? On part d'un pool d'espèces qui ont toutes des besoins différents de température, auxquels on va appliquer différents filtres. Le premier, celui que j'ai parlé le plus souvent, ça peut être le filtrage environnemental, mais aussi le filtrage du climat, du sol, de la lumière, ça comprend tous ces types de processus. Il y aura aussi ensuite un filtre de dispersion. Toutes les espèces ne pourront pas physiquement se rendre dans la communauté par des contraintes géographiques. Un filtrage biotique aussi, où certaines espèces vont interagir entre elles et s'exclure. Ça peut être via la compétition, via la prédation, pour au final déterminer notre communauté finale, qu'on va ensuite résumer à l'aide d'une métrique assez simple, la moyenne de tous les optima des espèces présentes. Si là, il y en a 5, on prend la moyenne des 5. Et la thermophilisation sera donc la hausse de cette moyenne dans le temps. On peut remarquer, et c'est assez intéressant, la thermophilisation a la même unité que le réchauffement climatique. C'est des degrés Celsius par an. Et on pourra donc comparer les deux taux, réchauffement climatique et thermophilisation. Maintenant, comment ça se thermophilise? Pourquoi ça se remanie? Il peut y avoir différents processus avec des implications vraiment différentes. Le premier serait un remaniement par les extinctions locales. Donc, on va perdre l'espèce qui se situe le plus dans sa marge chaude. Et ces limites physiologiques sont maintenant atteintes. Elle ne peut plus avoir un taux de reproduction supérieur à 1. Et donc, c'est 1. Il n'y a pas assez de descendants pour que l'espèce reste dans la communauté. Assez intuitivement, cette thermophilisation va induire une perte de diversité locale. On a perdu une espèce. Et à l'opposé, on peut avoir une thermophilisation par la colonisation. Dans ce cas-là, on gagne une nouvelle espèce encore située dans sa marge froide, donc qui commence à être adaptée à ce nouveau climat, mais qui, si le climat se réchauffe encore, pourra atteindre son optimum et donc pourra participer au fonctionnement de la communauté. Intuitivement encore, cette thermophilisation induit une hausse de la diversité locale. On a gagné une espèce. Et enfin, il peut y avoir un savant mélange des deux processus. Les espèces les plus adaptées au froid s'éteignent et sont remplacées par les espèces nouvellement adaptées au climat, et donc avec une diversité locale plutôt stable. Mais une diversité locale plutôt stable peut quand même induire d'autres pertes ou d'autres hausses de diversité. Je vais parler rapidement de l'homogénéisation des communautés. Ce processus, il peut être illustré par cette figure où on va avoir une diversité locale toujours similaire, mais des communautés qui, elles, seront de plus en plus similaires. Là, par exemple, on a 4 communautés uniques. Chacun de ces assemblages sont différents. Un assemblage avec différents types d'espèces. On va maintenant imaginer un réchauffement climatique fictif qui qui tue cette plante unique qui rendait une communauté unique. Et une plante déjà très commune se répand dans une nouvelle communauté, ce qui, au final, induit une homogénéisation, car il n'y a plus maintenant que deux communautés différentes. Ces deux-là sont similaires, ces deux-là sont similaires, alors qu'avant, on avait 4 communautés différentes. Donc on appelle ça une homogénéisation ou une perte de diversité bêta. Au vu des enjeux de perte de diversité et locale et bêta,
Il est donc intéressant de se demander qu'est-ce qui peut induire une absence de remaniement, une persistance de la communauté. Les deux facteurs qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais qu'on garde en tête, sont les plasticités et adaptations locales des espèces. Chaque espèce a en fait une réserve de gènes ou des moyens de s'adapter localement aux nouvelles conditions. Et d'autres facteurs que la température peuvent aussi expliquer la persistance. Peut-être qu'une espèce est contrainte par son sol et non par sa température, et tant que les conditions de sol sont remplies, la température ne va pas l'affecter. Et nous, on va s'intéresser aujourd'hui surtout à des facteurs exogènes, externes à la plante, qui pourraient expliquer la persistance. Et ce serait donc un découplage entre le réchauffement climatique global avec le microclimat local, la plante, celle que la plante va vraiment subir. Qu'est-ce qui peut amener ce découplage au réchauffement global? Le plus connu, on en a tous fait l'expérience, c'est le microclimat forestier. Que ce soit au printemps ou en été, il va faire plus frais dans la forêt, notamment parce qu'on capte la lumière, on a de l'évapotranspiration dans la forêt. Ce qui veut dire que la température moyenne de l'été est plus fraîche et les températures extrêmes, les vagues de chaleur, sont au final les plus tempérées. Mais comme cet effet est déjà bien étudié et bien connu, on va s'intéresser à un effet un peu plus subtil qui serait celui du couvert forestier, mais à une échelle paysagère, à large échelle. L'intérêt d'étudier cet effet couvert est qu'on sait que le climat régional est influencé par les masses de forêt qui agissent un petit peu comme une climatisation qui, avec l'évaporation de l'eau, refroidit le climat local. Et on peut se demander si ces masses forestières et le refroidissement qu'elles induisent se répercutent dans le sous-bois et donc les communautés. Le deuxième facteur de persistance qu'on va étudier est celui de la topographie, qui lui-même se subdivise en deux catégories. Il y a l'exposition. Est-ce qu'on est sur un versant nord, est-ce qu'on est sur un versant sud en montagne, où les versants sud seront plus exposés et plus chauds. Et on va étudier les fonds de vallée. Les fonds de vallée reçoivent moins de lumière et l'air froid, qui est plus dense, s'y accumule. Et au final, on peut avoir un découplage ou même une inversion par rapport au climat local. On va donc formuler trois hypothèses avec tout ce contexte. On va d'abord se poser la question de est-ce qu'il y a oui ou non présence de thermophilisation, en émettant l'hypothèse que c'est à la fois l'arrivée de nouvelles espèces et l'extinction des espèces mal adaptées qui arrivent en même temps, donc avec un effet négligeable sur la diversité. On va aussi faire l'hypothèse que les grands massifs forestiers, un fort taux de couvert forestier, va induire des communautés adaptées à des climats plus froids. Elles auront en fait un microclimat local plus frais. Et la troisième hypothèse sera que en forêt de montagne uniquement, la topographie, donc l'exposition et les fonds de vallée, vont aussi favoriser les communautés de climat froid en influant sur la température ressentie par ces communautés. Même si les trois chapitres ont des méthodologies assez différentes, je vais présenter ici quelques points généraux. Donc le premier, c'est les données qu'on va utiliser pour les chapitres 1 et 2, les deux premières hypothèses, qui sont les données de l'inventaire forestier national. Donc c'est un inventaire cyclique qui a lieu tous les ans et qui génère environ 6000 nouveaux points par an, suivant une grille systématique, c'est-à-dire qu'on met une grille de 1 km sur 1 km. Dès qu'un point intersecte une forêt, on va, dans le cycle de 10 ans de l'inventaire, l'inventorier. Et on voit très bien sur cette carte que les points vont suivre en fait les grands massifs forestiers. On voit ici les Landes, on voit ici les Vosges. Donc cet échantillonnage est prévu pour être représentatif, car stochastique, de la forêt française. De cet inventaire, on utilise le relevé floristique, fait sur un cercle de 400 mètres carrés, et on va la compléter avec les données de couvert et de dendrologie, donc la couverture des arbres et le diamètre des arbres, qui sont faites pour la couverture dans le cercle de 25 mètres de rayon, et pour la dendrologie dans le cercle de 15 mètres. Et pour les optima des espèces, on a utilisé une base qui s'appelle ClimPlant. Donc c'est une base qui a été calibrée avec des vieux atlas de distribution pré-changement climatique
et des cartes de température telles que WorldClim. Et donc, pour plus de 1000 espèces, ils ont estimé l'optimum climatique. Et nous, maintenant, on n'a plus qu'à assigner à toutes les espèces du relevé floristique de l'inventaire un optimum climatique. Si l'espèce n'en a pas, elle n'est pas considérée. On n'a également pas considéré les jeunes arbres qui pouvaient être influencés par la gestion forestière. Et enfin, on a exclu tous les relevés avec assez peu d'espèces, moins de 5 espèces. On a également exclu les relevés faits dans des milieux déboisés ou après un incendie. Et toutes les analyses qu'on a fait avec l'inventaire forestier, on les a fait avec l'intégralité des relevés, donc même ceux qui ont été faits en hiver. Mais pour être sûr, on a refait les analyses avec uniquement les relevés faits pendant la saison de végétation. On n'a pas observé de différence significative entre tous les relevés et les relevés saison de végétation où la végétation est plus visible. Donc on a décidé de garder tous les relevés au final. La thèse va donc se structurer ainsi. Les 3 hypothèses seront traitées à la suite dans les 3 chapitres. Et donc, sans plus attendre, on va parler du premier chapitre qui va présenter la thermophilisation récente et les phénomènes sous-jacents. C'est un chapitre qui est fait d'un article actuellement soumis dans la revue Nature, Écologie, Évolution, et on attend les réponses. Donc, un petit point de méthodologie spéciale pour ce chapitre. On a en fait apparié les points de l'inventaire selon 2 catégories. Les points passés entre 2005 et 2011 et les points récents entre 2015 et 2021. Là, on peut imaginer qu'il y avait en fait beaucoup d'autres points, mais en faisant des paires, ça permet d'assurer que la représentativité spatiale de l'IFN est gardée. C'est-à-dire que si jamais ici il y avait un point, mais pas de point passé, cette paire elle est retirée et maintenant on a des points, le même nombre de points situés dans les mêmes conditions climatiques. Cet appariement, il a été répété pour 80 sylvo-écorégions en France. Donc, une sylvo-écorégion, c'est un petit peu comme le département, mais pour les forêts. C'est des limites qui ont été tracées en fonction du climat et du sol. Et nous, on a regroupé tous les relevés passés et tous les relevés récents d'une sylvo-écorégion pour étudier globalement une sylvo-écorégion. Ce qui veut dire que pour la suite des analyses, on ne va pas étudier les relevés un par un, mais un point, un individu représentera l'évolution des communautés d'une sylvo-écorégion. Pour réussir à déterminer si une thermophilisation implique la colonisation ou l'extinction, il va falloir passer par des méthodes de décomposition. Celle qu'on a utilisée, c'est celle-ci. Il s'agit en fait pour chaque espèce, déterminer son optimum relatif à l'écorégion, à la sylvo-écorégion. Optimum relatif qu'on va multiplier par son changement d'occurrence. Puisqu'en fait, en faisant un appariement de 14 000 anciennes placettes et 14 000 récentes placettes, on fait un peu l'hypothèse naïve que si on a 500 myrtillés dans les points passés, on aura 500 myrtillés dans les points présents. C'est un peu une hypothèse naïve, mais la représentativité et l'échantillonnage systématique de l'IFN fait qu'on peut avoir cette hypothèse-là. En pratique, un petit exemple avec une espèce de climat froid. Son optimum individuel sera plus faible que celui moyen de la sylvo-écorégion, qui va perdre des occurrences, et donc elle est en déclin. On a quelque chose de négatif qui multiplie quelque chose de négatif. Le déclin d'une espèce de climat froid implique donc quelque chose de positif, une thermophilisation. On a également décomposé l'homogénéisation, donc le changement de diversité bêta, dans des méthodes cette fois-ci qu'on n'a pas créées, mais qui sont décrites dans cet article. Mais la pensée derrière, c'est que si gamma représente toutes les espèces d'une sylvo-écorégion et alpha la moyenne de la diversité locale, si on perd des espèces, on diminue alpha. Mais si cette espèce est encore présente au moins une fois dans la sylvo-écorégion, il n'y a pas d'extinction définitive, donc on a uniquement diminué alpha. Ce qui veut dire la perte d'une espèce commune
implique un gain de diversité bêta, car même si on réduit la diversité locale, la diversité du paysage, elle, reste inchangée. À l'inverse, si on n'a qu'une seule espèce, une espèce très rare, elle est présente qu'une seule fois, mais elle disparaît, on a une perte de diversité à l'échelle de la sylvo-écorégion. On a une espèce en moins dans la sylvo-écorégion. Ça crée une perte de diversité bêta, donc une homogénéisation. Avant de passer aux résultats par sylvo-écorégion, on regarde un petit peu on va juste regarder les gains ou pertes d'occurrence à l'échelle nationale. Donc, sur les 756 espèces auxquelles on a assigné un optimum thermique, il y en a 307 qui ont gagné en occurrence pour un total cumulé de plus de 8000. Il y en a 408 qui ont perdu en cumulé plus de 15 000 occurrences. 41 n'ont pas bougé, n'ont pas eu de changement d'occurrence. Et donc, ces pertes en marron et ces gains en bleu, on voit bien que ne sont pas compensés. Il y a beaucoup plus de pertes que de gains, à l'exception du spectre chaud des optima thermiques des espèces. À ce moment-là, il y aura plus de gains d'espèces adaptées au climat chaud que de pertes d'espèces adaptées au climat froid. C'est très dur de résumer ce changement en 10 ans, puisqu'en 10 ans, il va y avoir beaucoup de stochasticité et on peut surtout voir un effet de masse, mais on peut par exemple citer quelques espèces comme la stellaire, la myrtille ou la dinocyle qui ont perdu quelques occurrences du fait de leur adaptation au climat plutôt froid, frais. Maintenant, si on revient aux résultats par sylvo-écorégion, on peut regarder la thermophilisation moyenne d'une sylvo-écorégion, donc un point une sylvo-écorégion. On voit qu'on a en moyenne une thermophilisation de 0,12 degrés par décennie. Et on voit surtout que dans cette thermophilisation, elle est exclusivement expliquée par la composante extinction, par les espèces dont l'occurrence était en déclin. Et donc, ça se répercute très bien ici dans cette troisième composante qui est l'extinction des espèces de climat froid. C'est de loin la plus grande et celle qui participe positivement à la thermophilisation. On peut maintenant faire la même analyse, mais pour la diversité bêta. Et on ne remarque pas d'homogénéisation, de tendance à l'homogénéisation. Il y a beaucoup de variabilité entre les sylvo-écorégions. Il y a plusieurs moyens pour comprendre cette absence d'homogénéisation, mais je vais juste aller au résultat. Et on va en fait s'intéresser à la contribution de l'extinction des espèces de climat froid, donc celles qui thermophilisent le plus. Et si on regarde plus en détail, on voit que les espèces communes ont en fait contrebalancé l'effet négatif que généralement l'extinction des espèces rares et donc qui différencie les communautés a. Si l'extinction des espèces rares est contrebalancée par l'extinction de beaucoup d'espèces communes, ça peut mener à l'absence globale de perte de diversité bêta. Et finalement, on s'est aussi intéressé à la dimension spatiale de cette thermophilisation. Et par spatial, j'entends lié avec le climat moyen. Ce qu'on voit, c'est que la thermophilisation, elle est plus rapide dans les sylvo-écorégions de climat chaud. Et donc, sa composante extinction aussi. On voit cependant pas de lien entre la perte de diversité bêta, d'homogénéisation, et le climat, et un faible lien entre le climat et les composantes de l'homogénéisation. Ces quelques résultats nous permettent de conclure que la thermophilisation, qui se rapproche beaucoup des taux qu'on connaît déjà dans la littérature, est due à l'extinction des espèces de climat froid. Une extinction d'espèces de climat froid veut dire qu'on ne gagne pas de nouvelles espèces plus adaptées aux conditions changeantes. Donc on pourrait plus assister à une érosion des communautés plutôt qu'à une adaptation ou un gain d'espèces adaptées. La thermophilisation a été plus rapide dans les sylvo-écorégions de climat chaud. Et on a perdu, bien qu'on n'ait pas perdu de diversité bêta, d'homogénéisation, cette perte systématique d'espèces de climat froid dans les communautés a provoqué une perte de diversité locale de 0,5 à 2 espèces en fonction des sylvo-écorégions. Mais si cette analyse arrive à vous convaincre qu'on n'a pas d'arrivée de nouvelles espèces et que ce remaniement de communauté est une érosion,
Il faut alors se poser la question, et c'est ce qui motive les deux prochains chapitres, de quels facteurs exogènes aux espèces peuvent expliquer un remaniement, une absence de remaniement, donc une persistance de ces communautés. C'est pour ça que je vais maintenant vous présenter le deuxième chapitre qui a été publié dans Global Ecology and Biogeography en 2023. Ce chapitre 2 utilise lui aussi les données de l'inventaire, utilise lui aussi un appariement, mais cette fois-ci, on ne va pas apparier des points passés et des points récents, mais on va apparier des points dans l'espace. Ce qu'on va faire, c'est que pour tous les points de l'inventaire, on va regarder si on peut former une paire proche dans l'espace, moins de 5 km, entre un point situé dans un grand massif forestier, avec un fort taux de couvert forestier, et à côté, un point situé dans de petits massifs entouré d'agriculture avec très peu de massifs forestiers. En faisant ça, on arrive à créer plus de 4000 paires de points d'inventaire, 4000 paires de placettes. Et on va maintenant pouvoir comparer 2 à 2 ces points. Pour faire ça, on fait tout simplement la différence de la moyenne des optima thermiques de la communauté, mais on fait aussi la différence de facteurs qui pourraient être confondants, comme le pH bioindiqué ou des valeurs d'Ellenberg. Si on fait un modèle qui vise à prédire une différence par d'autres différences, c'est pour en fait pouvoir comparer toutes choses étant égales par ailleurs notre delta d'optimum thermique. Si nos différences, on les met à 0, ça veut dire qu'on considère le point forestier et le point peu forestier comme ayant le même pH bioindiqué, par exemple. Et donc, un effet paysage pur pourrait se cacher dans l'intercept du modèle, puisque tous les autres prédicteurs seront à 0. Mais avant de regarder les résultats de ce modèle, on va regarder encore une fois des données brutes. Donc cette fois-ci, c'est les comparaisons 2 à 2 de ces 4000 paires. Et on voit qu'en moyenne, les points situés dans des massifs très forestiers arborent des communautés 0,25 degrés plus adaptées au climat froid, des communautés adaptées à des climats plus froids. Donc ce chiffre, il est assez significatif puisqu'il correspond au moins à 20 ans de thermophilisation, alors que là, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'espace de quelques kilomètres dans l'espace. Et donc, il faut maintenant se poser la question pourquoi on observe ces 0,26 degrés Celsius de différence. Avant, je voulais juste encore une fois présenter quelques espèces, même si c'est dur de résumer tous ces points, mais on a par exemple l'anémone, l'Oxalis acetosella, qui sont deux espèces plutôt inféodées à des forêts anciennes. Et la canche flexueuse, qui, elle, est une espèce adaptée au sol acide. Donc ça permet de faire la transition avec un des facteurs qui explique cette différence, les sols acides. On a constaté dans notre jeu de données que les espèces de climat chaud étaient plutôt adaptées ou avaient une valeur indicatrice de pH caractéristiques des sols riches, alors que les espèces adaptées au climat froid avaient des valeurs de pH plutôt acides, adaptées indicatrices des sols pauvres. Et donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la déprise agricole et la spatialisation des forêts en Europe. Il se trouve que dans la région où la plupart de nos points se retrouvent, les grands massifs correspondent à des forêts anciennes, alors que les paysages peu forestiers, les petits massifs, vont plutôt être des forêts récentes. Les forêts anciennes, elles ont souvent été conservées car c'était des terres ingrates pour l'agriculture, et les forêts récentes peuvent garder des traces de la fertilisation du passé agricole, et en plus d'être fertilisées horizontalement, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'effet lisière entre la matrice agricole et un tout petit fragment de forêt, alors que si on a un grand fragment de forêt, la matrice agricole ne parvient pas jusqu'au cœur de cette grande forêt, les effets de la matrice agricole. Donc, une fois qu'on a admis que ce sol acide conservait les espèces de climat froid, on peut maintenant regarder l'autre partie du modèle, donc l'effet microclimatique pur, c'est comme ça qu'on l'interprète, donc l'effet purement opposition paysage forestier peu forestier. Et donc cet effet de la moitié de l'effet total, 0,13,
peut provenir d'un rafraîchissement microclimatique, c'est-à-dire que un grand massif forestier va avoir un cœur plus frais, car protégé des effets de lisière, la matrice agricole étant généralement plus chaude, notamment en été et au printemps. Et on peut donc avoir cet effet masse forestière qui rafraîchit le climat local jusqu'à que ça se retrouve dans la communauté. Et donc, on trouve des communautés plus adaptées au climat froid. On peut donc conclure que les communautés de massifs plus importants avaient des espèces plus adaptées au climat froid et que ce phénomène, il a été expliqué à moitié par les différences de qualité du sol originant du passé de ces forêts et également d'une différence purement microclimatique, cette opposition, qui pourrait être un effet biophysique de la forêt agissant comme un rafraîchissement de la température locale. Et c'est maintenant dans le troisième chapitre qu'on va à nouveau étudier les effets de rafraîchissement et de microclimat. C'est un chapitre qui est encore en préparation, qui va bientôt être soumis et qui a été réalisé en collaboration avec le Forest Nature Lab de Gand, grâce à une petite bourse qui permet de faire des voyages lors de la thèse. Le terrain d'étude de ce chapitre sera la vallée de la Thur, dans les Vosges. On a choisi ce terrain d'étude car, pour des raisons pratiques, il y a beaucoup de forêts publiques, mais aussi parce que c'est dans cette vallée qu'on peut trouver le plus grand gradient, la plus grande différence d'altitude dans les Vosges, où on a en fait un fond de vallée à 400 mètres. Et juste à côté, on peut avoir le Grand Ballon des Bauges et des lisières qui s'arrêtent à 1100 mètres en l'espace de quelques kilomètres géographiquement. Et donc, pour échantillonner le microclimat de cette vallée, on a fait un plan d'échantillonnage assez standard où on a 8 classes d'altitude qui va de 1100 mètres à 400 mètres. Et au sein de ces 8 classes, on va placer 8 thermomètres. On va placer 2 thermomètres versant sud, un sous une forte canopée et un dans une trouée, donc sans arbre au-dessus de lui. On va placer 2 thermomètres versant nord, aussi un sous une forte canopée et un dans une trouée. On place un thermomètre dans un fond de vallée, un thermomètre sur une crête. Et enfin, on place un thermomètre sur une pente faible et un thermomètre sur une pente forte. On a installé ces thermomètres en mai 2021. Donc, on a couvert l'intégralité de la zone d'étude. Pour déterminer le point précis de ces thermomètres, on a en fait fait un tirage aléatoire parmi toutes les zones de la zone d'étude qui étaient éligibles à tel ou tel type de modalité. Et dans ce tirage aléatoire, on a fait en sorte de réduire au maximum l'agrégation de thermomètres pour éviter l'autocorrélation spatiale. Ces thermomètres, on les a lus en août 2022, et c'est donc les résultats de la saison de végétation 2022 que je vais présenter. Donc, tout d'abord, on inspecte les valeurs extrêmes des thermomètres. Là, par exemple, c'est un thermomètre qui s'est retrouvé au soleil, et les jours de soleil, on a des températures un peu aberrantes comme 40 degrés, donc on fait un filtrage comme le centile 95 pour enlever les températures trop fortes. Là, on voit un jour pas ensoleillé, par exemple, donc il n'aura pas de valeur extrême. Et on vérifie aussi que les capteurs déterrés par sangliers, marcassins et autres chevreuils n'ont pas des valeurs aberrantes. Donc, on a séparé les thermomètres déterrés et des thermomètres toujours en place une fois qu'on les a retrouvés. Et les modèles qu'on entraîne, on les entraîne sur ces deux types de jeux de données et on voit des différences significatives sur les thermomètres déterrés. Au final, il n'y en avait pas. Et on se retrouve avec plus que 48 thermomètres, car certains ont été enlevés, certains ne fonctionnaient plus. Ces 48 thermomètres, on les agrège à l'échelle de la saison de végétation 2022, qu'on va ensuite prédire à l'aide de l'altitude, d'un indice de rayonnement qui en fait reflète l'exposition nord-sud, d'un indice des positions topographiques qui reflète sa position. Est-ce qu'on est sur un fond de vallée? Est-ce qu'on est sur une crête? Et avec la canopée qui est en fait une carte de canopée fournie par télédétection. Utiliser une carte plutôt que des valeurs
qu'on a mesuré nous-mêmes localement permet de spatialiser le modèle. Tous ces prédicteurs seront des prédicteurs spatiaux, donc on peut ensuite créer des cartes de température microclimatique. Ces cartes, les voilà. Donc là, j'ai séparé les trois types d'effets. L'effet de l'altitude, assez connu, on savait que ça allait être l'effet principal, et il est estimé ici à la perte d'un peu plus d'un demi-degré quand on monte de 100 mètres en altitude. Encore une fois, c'est une valeur qu'on retrouve très fréquemment dans la littérature, c'est le gradient adiabatique. Donc, on voit que ça spatialise la température à une échelle assez grossière dans la vallée, contrairement à la topographie qui, elle, joue à une échelle déjà plus fine. On voit ici le fond de la vallée et le versant exposé sud ici, le versant exposé nord ici. Et entre un fond de vallée exposé nord et une crête exposée sud, on peut avoir une différence d'1,5 degré. Donc, c'était le deuxième prédicteur le plus important de ce modèle, c'est ces deux facteurs réunis. Et enfin, on a le facteur de la canopée obtenu avec la carte, de pourcentage de couvert de canopée, qui, elle, a eu un effet moindre sur les températures du couvert, un demi-degré en moyenne sur la taille d'effet. Mais on voit que ça jouait vraiment à une échelle très fine avec, on peut détecter les trouées des endroits avec des canopées plus denses. On s'est maintenant posé la question, avec des relevés floristiques collectés par les étudiants GMN d'AgroParisTech. Donc, ce ne sont pas des relevés faits sur les thermomètres, mais plutôt plusieurs relevés dispersés dans la vallée. On a regardé si les topoclimats, donc les crêtes versus les fonds de vallée, les versants sud, les versants nord, est-ce que ces topoclimats avaient des communautés différentes? Et on observe que les communautés végétales des topoclimats froids sont en moyenne 0,20 degrés adaptées au climat froid, plus adaptées au climat froid. Donc cette différence, elle est significative et elle contraste avec les deux autres topoclimats qui, eux, ont des communautés plus adaptées au climat chaud. On remarque également que dans ces topoclimats froids, les communautés étaient plus riches localement. On avait en moyenne 5 espèces de plus dans les topoclimats froids comparé aux topoclimats modérés et aux autres classes de topoclimats. On s'est donc posé la question, quelles sont ces 5 nouvelles espèces? Qu'est-ce qui provoque ce gain de diversité locale? Et donc, on a remarqué assez naturellement qu'il y a plus d'espèces de climat froid dans les topoclimats frais. C'est ce qui expliquait les différences de moyenne d'optima entre les topoclimats. Et on a également observé un gain d'espèces généralistes, mais aussi d'espèces spécialistes à la forêt. Donc, il y a un peu les deux grandes affinités d'habitat qui se retrouvent, les généralistes et les spécialistes qui se retrouvent dans ces topoclimats frais. Et c'est donc ce qui explique la diversité gagnée. On peut donc conclure que, avec le modèle microclimatique, dans cette zone de montagne, la topographie a mieux expliqué les températures sous couvert que la canopée. Et les topoclimats froids avaient des communautés plus riches, et ces communautés plus riches comportaient elles-mêmes des espèces plus adaptées au climat froid. Et donc, pour conclure et discuter de certaines limites des méthodes utilisées, je vais maintenant passer à la discussion. Je vais tout d'abord parler de biais qui peuvent exister dans la base de données qui est l'inventaire forestier national. Je l'ai déjà évoqué, mais c'est le fait que les points sont réalisés toute l'année, donc même en hiver, même en automne, alors que les espèces ne seront pas forcément détectables à ce moment-là de l'année. Donc c'est très clair qu'il y a moins d'espèces découvertes sur ces placettes-là. C'est pour ça qu'on a fait cette vérification pour les chapitres 1 et 2, où on a fait l'analyse 2 fois, une fois avec tous les relevés et une fois avec uniquement les relevés en saison de végétation, pour être sûr qu'on n'ait pas un effet confondant à ce niveau-là. On peut également avoir des changements de méthode, des changements d'opérateurs ou des opérateurs qui sont de plus en plus entraînés pour détecter les espèces. Et donc, on peut avoir des espèces qui n'étaient pas détectées, qui sont maintenant détectées, et inversement. Donc, pour ça, on a fait quelques modèles nuls dans le chapitre 1 pour s'en débarrasser. Et aussi, il faut inspecter visuellement
la liste d'espèces pour voir s'il n'y a pas des grosses disparités, et on n'en a pas détecté. Et enfin, ça c'est dû au fait que les optima climatiques n'étaient pas disponibles pour toutes les espèces. Toutes les espèces de la flore forestière n'ont pas été incluses. On a inclus environ 75%, et pour le dernier chapitre, 90% des espèces relevées. Donc, ce qui veut dire que nos conclusions ne s'appliquent pas à l'intégralité des espèces de la flore, mais on peut aussi se dire que le plus parcimonieux, c'est les espèces qui n'ont pas d'optimum climatique n'ont pas de raison de se comporter différemment que les espèces qu'on a pu détecter, qu'on a pu étudier. Et donc, en perspective, on peut maintenant proposer d'intégrer la date ou les formes de vie des espèces qui peut déterminer leur détectabilité dans de futures analyses. On peut également discuter de l'utilisation de l'optimum thermique. Celui qu'on a utilisé a l'avantage d'être à échelle européenne, donc on peut capter toute la distribution de la marge chaude à la marge froide d'une espèce. Mais en contrepartie, les cartes utilisées pour générer ces optima étaient plutôt grossières. C'était des cartes à l'échelle de 20 km², que ce soit pour le climat ou pour les atlas de distribution. Donc on aura de facto des optima pas très variables. Des optima pas très variables. Et on a bien sûr simplifié l'espèce, les plantes, à une seule de ces dimensions, la dimension thermique, le climat. Mais en réalité, une espèce, comme je le disais, elle a plusieurs niches, plusieurs dimensions. Et donc, à l'avenir, il faudrait intégrer plus de variables climatiques, voire intégrer des traits fonctionnels mesurés avec des bases de données de plus en plus disponibles, des traits fonctionnels comme la résistance au gel. Là, on a un exemple d'étude où, au lieu d'avoir des niches estimées en degrés, les niches sont en fait les composantes d'une analyse, d'une ACP, d'une analyse en composantes principales, ce qui permet en fait d'avoir des axes représentant plusieurs climats. Ça permet ensuite de poser des questions écologiques très importantes, comme par exemple, est-ce que c'est vraiment la température moyenne et son augmentation graduelle qui fait disparaître les espèces? Ou est-ce que ce seraient des variables comme l'intensité des sécheresses, la fréquence des sécheresses, qui au final provoquent la disparition locale d'une espèce? Et enfin, nos études sur la persistance des données, des communautés, étaient basées à un point fixe dans le temps. On ne peut donc pas déterminer d'évolution temporelle si on n'a qu'un seul point dans le temps. Il se pourrait que nos persistances soient dues à une thermophilisation allant moins vite par rapport à des communautés qui seraient non protégées, qui ne seraient pas en situation de découplement avec de découplage avec le climat régional. Ou alors on peut imaginer qu'on observe un effet fixe. Historiquement, les versants nord ont toujours eu des communautés plus adaptées au froid, et donc cet effet fixe se thermophilise à la même vitesse que des communautés de versant sud. Et nous, on a uniquement capté cette différence entre les deux. Dans un cas, si la thermophilisation est réellement plus lente, on a affaire à un refuge climatique, c'est-à-dire que l'évolution dans le temps va être plus lente et c'est assuré. Alors que là, on ne pourra pas parler de refuge, car la thermophilisation est aussi rapide qu'on soit en situation de persistance ou non. Donc, je vais faire quelques rappels des principales conclusions. Donc la thermophilisation qu'on a montrée n'était pas due à l'arrivée de nouvelles espèces de climat chaud, donc n'était pas due à des espèces qui seraient mieux adaptées pour les prochaines conditions, et c'était une thermophilisation qui recelait plutôt la perte des espèces de climat froid. Cette thermophilisation semble s'accélérer avec le temps. Si on répète l'analyse du chapitre 1 par an, on observe une accélération du taux de thermophilisation et de sa composante extinction. D'où l'intérêt d'étudier des sources de persistance et des refuges climatiques. Les deux qu'on a étudiés, c'était à une échelle spatiale intermédiaire, ce qui contraste avec ce qu'on peut lire sur le microclimat local, qui est souvent plus coûteux à mesurer, que ce soit en énergie sur le terrain ou utiliser des appareils comme les lidars ou les structures 3D. Ces sources de persistance à échelle spatiale intermédiaire sont peut-être plus simples à avoir. Là, par exemple, c'est uniquement
une carte de couvert forestier et on peut voir que dans une agriculture, chaque forêt n'est pas entourée de beaucoup de forêts, alors que dans une mosaïque d'agriculture et de forêt, on va voir des points de forêt entourés par de la forêt et des points de forêt entourés par pas de forêt. Et donc, on a en fait des situations différentes. Le topoclimat aussi, il est assez facile à obtenir finalement avec des cartes topographiques et des modèles numériques de terrain. Et donc, les conclusions générales de cette thèse pourraient se résumer en 2 points. La thermophilisation récente, qui est qui a un détaux similaire aux autres articles, est en fait provoquée par l'extinction d'espèces de climat froid. Donc, ça peut challenger l'idée que une thermophilisation implique des communautés plus adaptées au futur climat, mais plutôt une érosion déjà présente des communautés, et qu'il existe des sources de persistance à échelle intermédiaire, la topographie et le couvert forestier. Reste à savoir si ces deux sources se maintiennent dans le temps, comme je l'expliquais avec les différents taux de thermophilisation. Et reste à savoir, même si c'est à échelle intermédiaire, il ne faut pas oublier que la source principale de persistance est donc ce microclimat local forestier qui, lui, est super impacté par la gestion forestière. Et ça nous rappelle bien que le forestier a ces 3 rôles de production du bois, accueil du public et de protection de la diversité, puisqu'il a en fait entre les mains les sources de persistance intermédiaires et locales. Et j'ai plus qu'à vous remercier tous pour votre attention et le jury pour avoir accepté d'évaluer ce travail.